Somnifère, le podcast. La vieillesse, c'est quand on commence à dire « Jamais je ne me suis senti aussi jeune », écrit Jules Renard. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 23 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un jeune homme qui découvre les soirées mondaines parisiennes. Une chose l'interloque immédiatement, il est difficile de donner un âge à toutes ces femmes tant elles semblent mettre d'efforts à gommer les signes de l'âge. Les marques du temps qui passe sont-elles nécessairement laides, et si plutôt que de vouloir rester jeunes, nous vieillissions avec grâce? C'est une nouvelle de l'autrice George Sand intitulée « Quelques mères dans le beau monde ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise dans la position que vous souhaitez. Et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. On va commencer par prendre une longue inspiration et on laisse aller toutes les préoccupations de la journée à l'expire. On va prendre une seconde inspiration, lente et profonde. Et on laisse aller tout le stress et les tensions accumulées à l'expire. On va doucement laisser notre respiration reprendre son rythme naturel. Devenir légère et calme. Et simplement suivre ces mouvements pendant quelques instants. Sans attente, en se concentrant sur l'instant présent. À chaque inspiration et à chaque expiration. Des pensées apparaissent peut-être. Essayez de les observer sans attache. Sans jugement. Comme si vous acceptiez leur présence mais sans leur porter beaucoup d'attention. Et recentrez doucement votre attention sur votre respiration, en laissant ces pensées se disperser un peu plus à chaque expire.
Faites en sorte, comme d'habitude, de vous assurer que vos muscles sont parfaitement détendus, notamment au niveau de la mâchoire, de la langue, et des épaules. Continuez d'observer vos sensations. Les appuis de votre corps contre le matelas. La température de l'air à l'inspire et à l'expire. Votre ventre qui monte et qui descend. Laissez votre respiration s'apaiser, s'adoucir, et votre corps s'enfoncer dans le matelas un peu plus à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Quelle est donc cette grosse femme qui danse ? Demandai-je au Parisien qui me pilotait pour la première fois à travers le bal. C'est ma tante, me dit-il, une personne très gaie, très jeune, et comme vous le voyez à ses diamants, très riche. Très riche, très gaie, cela se peut, pensai-je. Mais très jeune, cela ne se peut pas. Je la regardais tout ébahi, et ne pouvant découvrir nulle trace de sa jeunesse, je me hasardai à demander le compte de ses années. « Voilà une sotte question, » répondit Arthur, riant de ma balourdise. « J'hérite de ma tante, mon cher. Je ne dis point son âge. » Mais voyant que je ne comprenais pas, il ajouta « Je n'ai pas envie d'être déshérité. Mais venez que je vous présente à ma mère. Elle a été très liée autrefois avec la vôtre, et elle aura du plaisir à vous voir. »
Je suivis Arthur, et auprès d'un buisson de camélias, nous trouvâmes 2 jeunes personnes assises au milieu d'un groupe de papillons mâles plus ou moins légers. Arthur me présenta à la plus jeune, du moins à celle qui me parut telle au premier coup d'œil, car elle était la mieux mise, la plus pimpante, la plus avenante et la plus courtisée des 2. J'étais encore étourdi par les lumières et la musique, par mon début dans le monde de la capitale, par la crainte d'y paraître gauche et provincial. Et précisément je l'étais à faire plaisir, car je n'entendis pas le compliment de présentation qu'Arthur débita en me poussant par les épaules vers cette dame éblouissante. Et il me fallut bien 5 minutes pour me remettre du regard à la fois provoquant et railleur que ses beaux yeux noirs attachèrent sur moi. Elle me parlait, elle me questionnait, et je répondais à tort et à travers, ne pouvant surmonter mon trouble. Enfin, je parvins à comprendre qu'elle me demandait si je ne dansais point. « Il danse tout comme un autre, » dit Arthur, « mais il n'ose pas encore se lancer. » « Il n'est que le premier pas qui coûte, » riposta la dame. « Il faut vaincre cette timidité. Je gage que vous n'osez engager personne. Eh bien, je veux vous tirer de cet embarras et vous jeter dans la mêlée. Venez valser avec moi. Tenez-moi le bras, pas comme cela. Passez votre bras ainsi autour de moi, sans roideur. Ne chiffonnez pas mes dentelles. C'est bien. Vous vous formerez. Attendez la ritournelle, suivez mes mouvements. Voilà, partons. » Et elle m'emporta dans le tourbillon, légère comme une sylphide, hardie comme un fantassin, solide au milieu des heures de la danse, comme une citadelle sous le canon. Je sautillai et tournai d'abord comme dans un rêve. Toute ma préoccupation était de ne point tomber avec ma danseuse, de ne pas la chiffonner, de ne pas manquer la mesure. Peu à peu, voyant que je m'en tirais aussi bien qu'un autre, c'est-à-dire que ces Parisiens valsaient tous aussi mal que moi, je me tranquillisai, je pris de l'aplomb. J'en vins à regarder celle que je tenais dans mes bras et à m'apercevoir que cette brillante poupée, un peu serrée dans son corsage, un peu essoufflée, enlaidissait à vue d'œil, à chaque tour de valse. Son début avait été brillant, mais elle ne soutenait pas la fatigue. Ses yeux se creusaient, son teint se marbrait, et puisqu'il faut le dire, elle me paraissait de moins en moins jeune et légère. J'eus quelque peine à la ramener à sa place, et quand je voulus lui adresser des paroles agréables pour la remercier de m'avoir déniaisé à la danse, je ne trouvai que des épithètes si gauches et si froidement respectueuses qu'elle parut ne pas les entendre. « Ah ça, dis-je à mon ami Arthur, quelle est donc cette dame que je viens de faire valser ? As-tu perdu l'esprit ? Je viens de te présenter à elle. Mais cela ne m'apprend rien. Distrait que tu es. C'est ma mère, répondit-il impatienté. Ta mère, répétai-je consterné de ma sottise. Pardon, j'ai cru que c'était ta sœur. Mais ceci est un compliment naïf dont madame votre mère ne devrait pas me savoir mauvais gré. À sa parure, à sa taille, à son entrain, je l'ai prise pour une jeune personne, et je ne puis me persuader qu'elle soit d'âge à être votre mère. Allons, dit Arthur en riant. Ces provinciaux si simples ont le don de se faire pardonner. Ne soyez pourtant pas trop galant avec ma mère, je vous le conseille. Elle est fort railleuse, et d'ailleurs il serait du plus mauvais goût au fond de venir s'émerveiller de ce qu'une mère danse encore. Tenez, voyez, est-ce que toutes les mères ne dansent pas? C'est de leur âge. Les femmes se marient donc bien jeunes ici pour avoir de si grands enfants, lui répondis-je. Pas plus qu'ailleurs, mais abandonne donc cette idée fixe, mon garçon, et sache qu'après 30 ans, les femmes de Paris n'ont pas d'âge, par la raison
qu'elles ne vieillissent plus. C'est la dernière des grossièretés que de s'enquérir, comme tu fais, du chiffre de leurs années. Si je te disais que je ne sais pas l'âge de ma mère. Je ne le croirais pas, lui répondis-je. Et pourtant, je l'ignore. Je suis un fils trop bien né et un garçon trop bien élevé pour lui avoir jamais fait une pareille question. Je marchais de surprise en surprise. Je me rapprochais de la sœur d'Arthur et je persistais à trouver qu'au premier abord, elle paraissait moins jeune que sa mère. C'était une fille d'environ 25 ans qu'on avait oublié de marier et qui était en maussade. Elle était mal mise, soit qu'elle manquât de goût, soit qu'on ne fit pas pour sa toilette les dépenses nécessaires. Dans les deux cas, sa mère avait un tort grave envers elle. On ne s'occupait guère d'elle, on la faisait peu danser. Sa tante, la grosse tante dont Arthur prétendait hériter et qui dansait avec une sorte de rage, venait de temps en temps lui servir de chaperon lorsque la mère dansait et, impatiente d'en faire autant, lui amenait quelques recrues auxquelles cette politesse était imposée. Je fus bientôt désigné pour remplir cette fonction. Je m'en acquittai avec une résignation plus volontaire que les autres. Cette fille n'était point laide, elle n'était que gauche et froide. Cependant, elle s'enhardit et s'anima un peu avec moi. Elle en vint à me dire que le monde l'ennuyait, que le bal était son supplice. Je compris qu'elle y venait malgré elle pour accompagner sa mère, et que le rôle de mère, c'était elle qui le remplissait auprès de l'auteur de ses jours. Elle était condamnée à servir de prétexte. Le père d'Arthur, qui avait les goûts de l'âge que le temps lui avait fait, se soumettait à courir le monde ou à rester seul au coin du feu, lorsque madame lui avait dit « Quand on a une fille à marier, il faut bien la conduire au bal. » En attendant, la fille ne se mariait pas, le père bâillait et la mère dansait. Je fis danser plusieurs fois cette pauvre demoiselle. Dans un bal de province, cela l'aurait compromise et ses parents m'eussent fait la leçon. Mais à Paris, bien loin de là, on m'en sut le meilleur gré, et la demoiselle ne prit pas ce joli air de prude qui commence dans une petite ville tout roman sentimental entre jeunes gens. Cela me donna le droit de m'asseoir ensuite à ses côtés et de causer avec elle tandis que ces deux matrones échangeaient de folâtres propos et de charmantes minauderies avec leurs adorateurs. Notre causerie à nous ne fut point légère. Mademoiselle Emma avait du jugement, trop de jugement. Cela lui donnait de la malice, bien que son caractère ne fût point gai. Ma simplicité lui inspirait de la confiance. Elle en vint donc à m'instruire de ce qui faisait le sujet de mon étonnement depuis le commencement du bal. Et sans que je hasardasse beaucoup de questions, elle fut pour moi un Cicérone plus complaisant que son frère. « Vous êtes émerveillé de voir ma grosse tante se trémousser si joyeusement, » me disait-elle. « Ce n'est rien, elle n'a que 45 ans, c'est une jeune personne. Son embonpoint la désole parce qu'il l'a vieillie. Ma mère est bien mieux conservée, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai une sœur aînée qui a des enfants et maman est grand-mère depuis quelques années. Je ne sais pas son âge au juste, mais en la supposant mariée très jeune, je suis assuré qu'elle a tout au moins 50 ans. C'est merveilleux, m'écriai-je. Ah mon Dieu, quand je compare ma pauvre mère avec ses grands bonnets, ses grands souliers, ses grandes aiguilles à tricoter et ses lunettes, à la quantité de dames du même âge que je vois ici en manches courtes, en souliers de satin avec des fleurs dans les cheveux et des jeunes gens aux bras, je crois faire un rêve. C'est peut-être un cauchemar, reprit la méchante Emma. Ma mère a été si prodigieusement belle qu'elle semble avoir conservé le droit de le paraître toujours. Mais ma tante est moins excusable de se décolleter à ce point et de livrer à tous les regards le douloureux spectacle de son obésité.
Je me retournai involontairement et me trouvai effleurant à mon insu 2 omoplates si rebondies qu'il me fallut regarder le chignon fleuri de la tante pour me convaincre que je la voyais de dos. Ce luxe de santé me causa une épouvante réelle, et mademoiselle Emma s'en aperçut de ma pâleur. « Ce n'est rien, » me dit-elle en souriant, et le plaisir de la moquerie donna un instant à son regard le feu que l'amour ne lui avait jamais communiqué. « Regardez devant vous, comptez les jeunes filles et les jolies femmes. Comptez les femmes sur le retour, les laides qui n'ont point d'âge, et complétez la série avec les vieilles, les bossues ou peu s'en faut, les mères, les aïeules, les grandes tantes, et vous verrez que la majorité dans les bals, la prédominance dans le monde, appartiennent à la décrépitude et à la laideur. »« Oh, c'est un cauchemar en effet, » m'écriai-je. Et ce qui me scandalise le plus, c'est le luxe effréné de la toilette sur ces fantasmes échevelés. Jamais la laideur ne m'avait paru si repoussante qu'aujourd'hui. Jusqu'à présent, je la plaignais. J'avais même pour elle une sorte de commisération respectueuse. Une femme sans jeunesse ou sans beauté, c'est quelque chose qu'il faut chercher à estimer afin de lui pouvoir offrir un dédommagement. Mais cette vieillesse parée, cette laideur arrogante, ces rides qui grimacent pour sourire voluptueusement, ces lourdes odalisques surannées qui écrasent leurs frêles cavaliers, ces squelettes couverts de diamants qui semblent craquer comme s'ils allaient retomber en poussière, ces faux cheveux, ces fausses dents, ces fausses tailles, tous ces faux appâts et ces faux airs, c'est horrible à voir. C'est la danse macabre. Un vieil ami de la famille d'Arthur s'était approché de nous, il entendit mes dernières paroles. C'était un peintre assez distingué et un homme d'esprit. « Jeune homme, » me dit-il en s'asseyant auprès de moi, « votre indignation me plaît, bien qu'elle ne soulage point la mienne propre. Êtes-vous poète? Êtes-vous artiste? Ah, si vous êtes l'un ou l'autre, que venez-vous faire ici? Fuyez, car vous vous habituerez peut-être à cet abominable renversement des lois de la nature. Et la première loi de la nature, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est la beauté. Oui, la beauté est partout lorsqu'elle est à sa place et qu'elle ne cherche pas à s'écarter de ses convenances naturelles. La vieillesse est belle aussi lorsqu'elle ne veut pas simuler et grimacer la jeunesse. Regardez ces vieux en perruque, et sachez bien que si on me les laissait coiffer et habiller à mon gré, et leur imposer aussi d'autres habitudes de physionomie, j'en pourrais faire de beaux modèles. Tels que vous les voyez là, ce sont de hideuses créatures. Hélas, où donc s'est réfugié le goût, la pure notion des règles premières, et faut-il dire même le simple bon sens. Je ne parle pas seulement des costumes de notre époque. Celui des hommes est ce qu'il y a de plus triste, de plus ridicule, de plus disgracieux et de plus incommode au monde. Ce noir, c'est un signe de deuil qui serre le cœur. Le costume des femmes est heureux et pourrait être beau dans ce moment-ci. Mais peu de femmes ont le don de savoir ce qui leur sied. Voyez ici, vous en compterez à peine 3 sur 40 qui soient ajustés convenablement et qui sachent tirer parti de ce que la mode leur permet. Le goût du riche remplace le goût du beau chez la plupart. Je vous disais en commençant, il n'y a rien de laid dans la nature. Prenons la nature humaine pour nous enfermer dans un seul fait. On est convenu de dire qu'il est affreux de vieillir parce que la vieillesse est laide. En conséquence, la femme fait arracher ses cheveux blancs ou elle les teint. Elle se farde pour cacher ses rides, ou du moins elle cherche dans le reflet trompeur des étoffes brillantes à répandre de l'éclat sur sa face décolorée. Pour ne pas faire une longue énumération des artifices de la toilette, je me bornerai là, et je dirai qu'en s'efforçant de faire disparaître les signes de la vieillesse, on les rend plus persistants et plus implacables.
La nature s'obstine. La vieillesse s'acharne. Le front paraît plus ridé et la face plus anguleuse sous cette chevelure dont le ton emprunté est en désaccord avec l'âge réel et ineffaçable. Les couleurs fraîches et vives des étoffes, les fleurs, les diamants sur la peau, tout ce qui brille et attire le regard, flétrit d'autant plus ce qui y est déjà flétri. Et puis, outre l'effet physique, la pensée ne saurait être étrangère à l'impression perçue par nos yeux. Notre jugement est choqué de cette anomalie. Pourquoi, nous disons-nous instinctivement, cette lutte contre les lois divines? Pourquoi paraît ce corps comme s'il pouvait inspirer la volupté? Que ne se contente-t-on de la majesté de l'âge et du respect qu'elle impose? Des fleurs sur ces têtes chauves ou blanchies, quelle ironie, quelle profanation! Eh bien, cette horreur que la vieillesse fardée répand autour d'elle ferait place à des sentiments plus doux et plus flatteurs si elle n'essayait plus de transgresser les lois de la nature. Il y a une toilette, il y a une parure pour les vieillards des deux sexes. Voyez certains portraits des anciens maîtres, certains hommes à barbe blanche de Rembrandt, certaines matrones de Van Dyck, avec leurs longs corsages de soie ou de velours noir, leurs coiffes blanches, leurs fraises ou leurs guimpes austères, leurs grands et nobles fronts découverts et imposants, leurs longues mains vénérables, leurs lourds et riches chapelets. Le bal finissait. La mère et la tante d'Emma restèrent des dernières. Elles allaient s'égayant et s'enhardissant à mesure que l'excitation et la fatigue les enlaidissaient davantage. Emma était de bonne humeur parce qu'elle avait entendu jeter l'anathème sur leur folie. Bonne nuit. Bonne nuit.